Et je vous propose tout de suite, afin d'avoir une transition avec la prochaine table ronde, de donner la parole à Siemens, qui va nous dire un petit peu, vu du groupe énergétique est possible en France, quelles seraient les conditions politiques, les conditions techniques, et puis surtout, un focus de Siemens sur l'éolien. Et ce focus prend tout son sens si l'on sait que, bien que Siemens ait démarré il y a très très longtemps son activité éolienne, c'était depuis 1991, Siemens par exemple a installé des parcs éoliens offshore, je pense à Windebou. Siemens a structuré son activité éolienne en 2004. En 2004, il y a eu une petite bataille entre Areva et Siemens pour essayer d'avoir la société bonus, et ça a été le point de départ. Donc aujourd'hui, quel est le regard de Siemens sur cette transition énergétique et un petit focus sur l'éolien, puisque Félix Ferleman est président de la division éolien de Siemens. Je lui laisse la place. Monsieur le Président, Madame et Messieurs, ladies and gentlemen. I'm just arrived this morning back from the US, from Washington, where we, together with the American Wind Energy Association and the suppliers, have the opportunity to discuss with the legislation how the future regime can be designed to support further wind growth in the Americas. And I'm on my way to China, to Shanghai, where we have the opportunity to support the local authorities and regulatory offices, discuss with them our experiences in more than 20 years offshore. So that is a very good opportunity also to support China getting their renewable targets into a regime to support the offshore growth. But today, it is a great honor for me to be here and in your magnificent capital, Paris. And it is a great pleasure for me to present to you the multiple opportunities offered by integrating wind energy into France's energy systems. Merci beaucoup pour l'invitation. Some weeks ago, on the occasion of the 50th anniversary of the Élysée Treaty, François Hollande and Angela Merkel renewed their strong and lasting commitment to the close French-German ties, l'amitié franco-allemande. For many generations, Siemens has also been part of this amitié franco-allemande, also on different levels. C'est un grand honneur pour moi de me trouver dans votre belle ville capitale qui est Paris. C'est un grand plaisir de vous présenter les nombreuses possibilités offertes par l'intégration de l'énergie éolienne dans le cadre du système énergétique français. Je vous remercie pour votre invitation. Il y a quelques semaines, à l'occasion du 50e anniversaire du traité de l'Élysée, le président François Hollande et Angela Merkel ont renouvelé leur engagement fort et pérenne au renforcement de l'amitié franco-allemande. Pendant des générations, notre groupe Siemens a contribué, mais à un autre niveau, à cette amitié franco-allemande. Since 1878, when Siemens France was founded, our company has developed a strong local footprint in France. Today we employ 7,000 people here and have built up strong relationship with French suppliers through a total of 8,000 local suppliers. In addition, Siemens France has exports around 30% of its total output. We have become a major player in the French economy. Depuis 1878, lorsque Siemens France a été créée, notre société a développé une identité, une implantation locale forte. Aujourd'hui, nous employons 7000 personnes et nous avons noué des relations fortes avec différentes filières de l'industrie française
et dans un réseau de 8000 fournisseurs locaux. Par ailleurs, Siemens France exporte quelque 30% de sa production. Nous sommes devenus un acteur majeur pour l'économie française. When it comes to transforming energy systems in Europe, is Europe playing a leading role? In particular, increasing the share of renewables in the energy mix offers a huge opportunity for Europe. For the energy transition in France, we see 3 different scenarios for the future of France's energy systems. The first scenario, the business as usual scenario, I call it, in which the dominant 70% share of nuclear power generation remains unaffected. The second scenario, the middle diagram, this scenario shows the French government's target that most of you know, with a 50% share of nuclear power generation and 30% share of renewables. Among the 3 scenarios, the second scenario is a realistic one. The path towards such a scenario is naturally long and highly challenging. But keep in mind that the energy system transition is already underway, and in France as well. Dans la transformation des systèmes énergétiques, l'Europe joue un rôle de leader, en particulier par l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique qui offre des opportunités majeures pour l'Europe. En ce qui concerne cette transition énergétique en France dont on parle, nous avons identifié 3 cas de figure ou scénarios différents qui peuvent nous projeter vers l'avenir d'un système énergétique français. Premièrement, le scénario qu'on peut appeler en anglais business as usual, c'est-à-dire inchangé, ou là où le statu quo prévaut, c'est-à-dire où il y a une part de 70% de la puissance nucléaire produite et qui resterait inchangée. Deuxième cas de figure, c'est le schéma du milieu. C'est un scénario qui montre que l'objectif du gouvernement français donc serait respecté, applicable, avec 50% de part de la production nucléaire et une part de 30% pour ce qui est des énergies renouvelables. C'est un scénario, ce deuxième scénario, qui selon nous est réaliste. Le chemin qui mène à un scénario, tel ou tel scénario, est forcément long et relève des défis. Mais il faut ne pas oublier le fait que la transition dans tout système énergétique, que cette transition dans notre système énergétique est en cours, y compris en France. And France is going to a solid growth in its onshore wind market potential of around 1 gigawatt annually. By 2020, the French government plans further wind installation with a capacity of 25 gigawatts, including 19 gigawatts onshore capacity. Today, our company has installed 167 turbines onshore in France with a capacity of nearly 290 megawatts. And we are pleased to hear that the French government is tackling to open issues for onshore wind. This will allow us to proceed with further projects here in France. La France va connaître une croissance soutenue en valorisant son potentiel éolien terrestre avec une production annuelle escomptée de 1 gigawatt. D'ici 2020, le gouvernement français envisage d'autres installations éoliennes avec une capacité de 25 gigawatts, y compris des unités terrestres de 19 gigawatts. Jusqu'aujourd'hui, notre groupe a installé 167 éoliennes terrestres en France avec une capacité de quelques 290 mégawatts.
Et nous avons entendu avec plaisir la nouvelle comme quoi le gouvernement français s'attaque actuellement à des questions concernant l'énergie éolienne terrestre. Ça va nous permettre d'envisager d'autres projets à l'avenir. But at the same time, I'm very much convinced that we also need offshore wind energy to ensure the success of the energy transition. And this is especially true for France. We believe that offshore wind can and will play a decisive role in the transforming France energy system. The advantages of offshore wind projects on the open sea are obvious. First, the wind is stronger and for more constant. Second, there are no difficult site restrictions in offshore. And third, there are fewer regulatory constraints, which makes offshore wind power plants socially more acceptable. En même temps, nous avons besoin d'énergie éolienne en mer pour assurer le succès de cette transition énergétique dont on parle. Cela est surtout vrai pour la France. Nous croyons que l'énergie éolienne en mer peut jouer et jouera un rôle déterminant dans la transformation du système énergétique français. Les avantages des projets liés aux projets éoliennes en mer sont assez évidents, à savoir le vent y est plus fort et plus constant. Il n'y a pas de difficultés ni de contraintes. Troisièmement, le cadre réglementaire est plus simple, ce qui rend l'énergie éolienne en mer et en ce qui concerne ces installations socialement plus acceptables. These advantages match well with the ideal conditions for offshore wind projects in France. France has an extensive coastal line with many excellent potential sites for offshore wind installations. The wind are strong and steady, and France has a well-developed harbor infrastructure. With these assets, there are many reasons why France can assume a leading role in offshore wind together with Germany and UK. Ces bénéfices correspondent bien aux conditions dites idéales pour des projets éoliens en mer en France. La France a un littoral très étendu avec d'excellents sites potentiels ou réels pour y installer des éoliennes. Les vents sont forts et constants et la France a des infrastructures portuaires bien développées. Fort de ces atouts, il y a donc beaucoup de raisons pour justifier et pour expliquer comment la France peut assurer un rôle de leader dans ce secteur éolien en mer, de pair avec la France et le Royaume-Uni. An excellent example for what is already possible today is the offshore wind farm London Array. So far, 175 wind turbines with a capacity of 630 megawatts have been installed. These turbines provide sufficient energy for more than 700,000 houses in the metropolitan of London. Un excellent exemple de ce qui a été réalisé, c'est le parc éolien en mer London Array. Jusque-là, 175 aérogénérateurs ou générateurs éoliens avec une capacité de 630 MW ont été installés dans le cadre de ce projet. Ces générateurs fournissent suffisamment d'énergie pour alimenter en énergie plus de 700 000 logements dans la ville et autour de la ville de Londres. But of course, there are still challenges to overcome offshore wind power. The technology itself has proven reliability, and that over the last 20 years. And now it's time to make offshore wind energy more affordable. We have to bring down the cost of wind energy to make it competitive with traditional modes of power generation. And we must do this soon. Only then can wind energy end its dependency on subsidies. And only then
can wind power's change in France and Europe's energy mix grows substantially. Okay, so I go ahead. Regarding costs, we already have a very good track record in the wind industry. Over the last 30 years, we have managed to reduce costs by 40% every 10 years. As a consequence, onshore wind is already close to being competitive with conventional power plants. In the coming years, we will spend up the costs of digression. I'm confident that onshore wind will soon be fully competitive and offshore wind will come down below 10 euro cent per kilowatt hour. We have already come quite a long way forward to affordable wind energy. After 30 years of experience, our latest 6 megawatt turbine produces more power than our first projects in 1991, where we installed 11 turbines. The key lever behind this progress has been continuous push on innovation. Besides innovation, industrialization is the second important lever for making wind power affordable. For all our products, the future is in the modularization, a concept I know very well from the automotive industry. The division of our products into 6 modules allows Siemens to more easily employ these modules across the products and the platforms. And this is a lever for cost reduction. And we are willing to go even further together with you through partnering. Our strategy is to enter close partnerships with companies that are specialized in the offshore industry, logistics, foundation, and grid connections. Let me give you an example. Last week, we are working together with our partner A2C. We used a new purpose-built installation vessel to install our first 6 megawatt turbine, direct drive turbine in onshore in the UK in Gunfleet Sands. I am convinced that close local partnering represents a major opportunity for suppliers, also in France. Therefore, we want to develop French partnership for projects in France as well as abroad. And last but not least, we are also interested in exploring partnerships on R&D and cooperation in other fields of renewable energies. Let me repeat. The integration of wind energy into France's power generation mix offers a huge opportunity here in this country. However, we need an investment-friendly climate here in France because shareholders of companies engaged in the wind sector will approve investments only in the wind manufacturers and suppliers' projects' pipelines are stable, predictable, and profitable. At the same time, we need the acceptance of renewable energy by the French public. And second, we need to intensively think about how to embed a new French energy system into the overall European context. This is a way to ensure that the European Union remains the global leader in the wind power industry. And this is a way for France to build on its reputation as a leader in wind power energy together with the countries Germany and UK. Siemens has a long and successful history of working with French companies, and we are ready to develop this to a new level of partnership in onshore wind and in offshore wind power. Merci beaucoup. Danke sehr, Herr Ferlemann, für dieses Keynote Speech. Une vision prospective que ne vont pas manquer de commenter les participants à cette table ronde qui va s'ouvrir maintenant. Énergie renouvelable, les enjeux industriels, sociaux, économiques. Quelle est la position des responsables des grands groupes énergétiques et des PME, place des ETI dans ce dispositif. On n'en a pas encore beaucoup parlé aujourd'hui. Quelles sont les filières dans lesquelles ils privilégient leurs investissements et quelle est la réalité économique et surtout sociale de ces filières énergie renouvelable. Donc quelques questions de fond auxquelles vont répondre les participants à cette dernière table ronde.
Deux PME vont venir me rejoindre sur scène. Frédéric Conchy, il est président d'Exosun, une PME de 60 personnes basée à Martillac en Gironde, au sud de Bordeaux. Il fabrique des trackers pour le photovoltaïque PV, enfin normal, et CPV, photovoltaïque à concentration. Jacques Grével-Dinger, qui est directeur général de Weiss France, une autre PME, 90 personnes cette fois-ci, filiale de Next Energy. Il est leader du marché des chaufferies biomasse en France. C'est de lui dont je parlais tout à l'heure. Deux grands groupes vont venir les rejoindre. Louis-François Duré, il est directeur du business group énergie renouvelable d'Areva. Et Jérôme Pécresse, il est président du secteur Alstom Alstom Renewable Power et vice-président exécutif d'Alstom. Olivier Sala, il est directeur général de Gaz et Électricité de Grenoble, mais il sera là surtout avec sa casquette de vice-président de l'Union française de l'électricité. Et puis deux élus à cette table ronde également, Christophe Porquier, vice-président du Conseil régional de Picardie, et Alain Rousset, qui est président de l'Association des régions de France, président du Conseil régional d'Aquitaine et député de Gironde. Alors, je vous propose, sans tarder, que l'on commence, plutôt que de commencer par les grands groupes, dont on a déjà pas mal parlé aujourd'hui, on va commencer par les deux petites entreprises. Alors là, ils sont en train de se regarder l'un l'autre. C'est qui le plus petit? C'est vous? C'est moi? Alors, je vais commencer par Frédéric Conchy. Exosun, PME de, j'ai dit 50, en fait, c'est 60 personnes basées à Martillac, en Gironde. Donc, vous êtes une jeune PME qui date de 2007. Vous travaillez sur un système, le tracker. On va regarder une ou deux images tout à l'heure pour mettre un visage sur un nom. Quelle est l'originalité de votre positionnement technologique et quelle est votre vision par rapport à tout ce que vous avez entendu aujourd'hui? Vision du marché, vision de ce que vous pourriez apporter dans cette transition. En termes de marché, bonjour, merci de me donner la parole. En termes de marché, je vais pouvoir parler uniquement de la partie des grandes centrales solaires au sol, que ce soit en France ou à l'étranger, et rapidement expliquer ce qu'on fait et ce qu'on a développé. On a développé des technologies innovantes dans le suivi solaire, c'est-à-dire la capacité de permettre à des panneaux photovoltaïques de suivre le soleil et ainsi d'améliorer les performances de ces panneaux photovoltaïques ou bien d'intégrer les nouvelles technologies émergentes de la concentration solaire, des technologies de faible concentration ou d'autres concentrations, ce qu'on appelle communément le HCPV. Et nous travaillons également sur des technologies thermodynamiques pour résoudre des problématiques de stockage, d'hybridation solaire-biomasse et trouver des solutions innovantes françaises pour un déploiement industriel et ensuite aller à l'export avec une bonne partie d'engineering, de savoir-faire et on dépose un peu de brevets et on fait ce genre d'activité. Rapidement, on propose en fait à nos clients d'optimiser leur solution de centrale solaire au sol en optimisant le coût du kilowattheure, mais également on tient en compte de la qualité et de la durée de vie de ces centrales, parce qu'il faudra que ça dure, c'est pas un one shot, il faudra que ça dure une vingtaine d'années au moins, et c'est sur quoi on a développé une technologie et une expertise particulière. Donc ce que je pourrais dire, parce que je pense qu'on a un peu moins de temps que prévu, et je vais laisser la parole également à l'ensemble de la table ronde, c'est que sur le marché solaire des grandes centrales au sol, on peut voir qu'il y a eu une évolution majeure entre il y a quelques années et maintenant. En gros, le marché se situe à 80% en Europe et le reste à l'étranger, avec une irradiation assez faible. Ce marché est en train d'être transféré à entre 70 et 70% entre les Amériques et l'Asie, avec une irradiation beaucoup plus forte. On est passé de systèmes installés il y a quelques années à 3-4 euros le watt installé. On se rapproche très très vite du 1 euro le watt installé. Il y avait beaucoup de systèmes qui étaient des solutions de centrales solaires fixes et les besoins autant des consommateurs, des problématiques de stockage et comment dire, le fait qu'on va aller vers des marchés à l'export où il y a beaucoup plus d'irradiation, on aura une rapide montée des centrales solaires avec des systèmes, des technologies de suivi solaire. Donc on n'est pas les seuls à les faire, mais on apporte quelques différenciations puisqu'on a une gamme de trackers qui permettront de s'adapter à des irradiations et à des conditions pour trouver des solutions les plus économiques pour nos clients. Alors avant qu'on parle export, on va regarder un peu vos systèmes. Vous venez de dire 1 euro le watt installé, c'est bien système complet, y compris votre tracker et tout ce qui va derrière jusqu'au réseau.
Oui, tout à fait. Ce que disait tout à l'heure, fort justement, c'est pour ça, et en plus, ce que disaient justement tout à l'heure mes collègues sur le fait d'aller vite et qu'on assiste à une véritable révolution, on est en plein dedans. La valeur d'une centrale, le coût d'une centrale solaire, il y a quelques années, 70%, c'était le panneau photovoltaïque. Maintenant, c'est entre 20 et 25%. Et ce qui est intéressant, c'est la connaissance du kilowattheure, l'engineering, et ça, la France a tous les atouts pour le faire. La France a tous les atouts en termes, parce qu'elle a parmi les plus gros énergéticiens, les plus gros constructeurs, les plus gros électriciens, avec des sociétés et PME innovantes comme la nôtre. Je pense qu'on peut démontrer des choses avec un marché stable en France pour ensuite aller à l'export, faire de la valorisation de notre savoir-faire, notre innovation, et ramener un peu d'industrie en France sur ces secteurs-là. Donc là, vous avez un exemple de la centrale. 4 diapos pour montrer un petit peu quels sont vos produits. Ça, c'est une centrale qu'on a réalisée en Corse de 4 MW avec un système de suivi solaire qui génère à peu près 20% de plus d'énergie par rapport à un système fixe. Et en gros, le CAPEX est de 10% supplémentaire. Donc un avantage en termes de kilowattheure produit. Vous venez de parler du CAPEX et vous venez de parler de la productivité. Mais entre les deux, vous avez de l'entretien-maintenance, puisque ce sont des pièces en mouvement. Oui, les pièces en mouvement, en fait, on n'a pas trop de soucis là-dessus, puisque en gros, nos trackers, c'est un système fixe qui tourne une demi-heure par jour. Donc je le résume assez facilement comme ça. On arrivera au bout du bout à avoir une considération uniquement de la matière. Et ce qui nous permettra de réduire les coûts, c'est de travailler sur cet approvisionnement. Et ça, c'est une technologie qu'on développe sur les technologies à concentration. Vous voyez, là, il y a comme innovation, on drive 6 trackers avec seulement 2 moteurs et avec une précision de 0,1 degré. C'est un exemple d'innovation qu'on fait en Aquitaine. Voilà. Alors, c'est presque dommage de le montrer en fixe, votre tracker, mais cela dit, la petite animation, elle peut démarrer, elle ne peut pas démarrer, je ne sais pas, on va voir. Pendant qu'on voit si cette animation démarre, vous venez de nous parler du marché export. Comment vous faites, vous, petite boîte française de 90 personnes, pour être crédible à l'export sur le sujet du solaire? De 60 personnes, j'espère qu'un jour on sera 90, voire plus, parce qu'on a la volonté de créer de l'emploi localement. Comment on fait? En ce moment, c'est très difficile pour des boîtes comme la nôtre qui n'avons pas de marché local, entre guillemets. On sait très bien qu'il y a eu un moratoire pendant 2 ans et qui a grévé nos espoirs de façon assez importante. L'avantage, c'est que nos clients ont gagné pas mal de projets sur les précédents appels d'offres, donc on va pouvoir vraiment déployer notre système industriel et notre production. De la même façon, en gros, sur le marché export, on a des problèmes de bancabilité. Il faut avoir des volumes en France et avoir montré qu'on est capable de déployer des mégawatts pour commencer à intéresser des partenaires étrangers. Ensuite, on a eu la chance d'avoir un investissement important. Le gouvernement est rentré via le commissariat aux grands investissements par l'intermédiaire de l'ADEME dans notre capitale, ce qui renforce un peu notre bancabilité. Et je tiens à signaler aujourd'hui ici qu'on a un fort soutien de la région Aquitaine, qui n'a pas hésité depuis le début à nous soutenir et qui le fait encore sur les démarches à l'export. Parce que je pense que monsieur le président Alain Rousset a une vision très pertinente de l'innovation, du savoir-faire et de ce que ça peut apporter à terme, dans le long terme, pour des territoires comme le nôtre. On va lui demander son avis tout à l'heure. Vous avez 2 grands groupes qui sont assis à côté de vous. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Comment vous voyez le mariage, grand groupe? Le portage, ça vous dit quelque chose? Ce serait bien. Je l'appelle souvent de tous mes voeux que des gros groupes aient la capacité de porter des technologies françaises à l'étranger. Bon, on a fait quelques approches, c'est un petit peu délicat. Et donc je pense qu'en France c'est difficile de toute manière, mais c'est peut-être parce qu'on n'a pas les bonnes connexions ou à des moments on n'arrive pas à se rejoindre sur des problématiques de bancabilité ou oui, ça doit être ça, ou de financement. Par contre, ce qui est étonnant, puisque là on est en train de travailler sur un projet à l'étranger, de 50 MW avec un consortium allemand. Voilà, c'est un exemple un peu rigolo qui fait qu'on a 5 partenaires allemands et un français qui, ma foi, peut aller se défendre ses couleurs à l'étranger. Alors on va voir ce que votre collègue de la chaleur renouvelable pense. Jacques Réveldinger, vous êtes directeur général de West France, c'est vous qui êtes effectivement une PME de 90 personnes.
La chaleur renouvelable semble un petit peu plus épargnée. Le fond chaleur est maintenu, même si on a tiré dessus avec une façon élastique pour maintenir son montant, augmenter sa durée. Pour autant, c'est un petit peu plus stable. Est-ce que le fabricant de chaudières biomasse que vous êtes vit sur un petit nuage ? Et bonjour à tous. Alors débat, je suis très content aujourd'hui parce que j'ai découvert que je faisais un nouveau métier. Je croyais que je faisais des chaudières et Dalkia m'a dit que je faisais des bijoux. Donc je vais dire que je suis un orfèvre maintenant. Donc je le remercie. J'espère qu'il parlait des chaudières de Weiss. Plus prosaïquement, effectivement, le fond chaleur est une vraie réussite et je crois qu'on peut remercier de ce point de vue-là les autorités d'avoir gardé un système qui restait efficace sur plusieurs années. Parce que pour une petite PME, la problématique de la visibilité est une clé et que si nos clients n'ont pas la vision nécessaire sur leurs subventions et sur leur modèle économique, eh ben, ils n'investiront pas et s'ils n'investissent pas, ben, ils n'achètent pas de chaudière et du coup, ça devient problématique pour nous. Donc nous, ce dont on a besoin, c'est effectivement des processus clairs. Je pense que c'est la même problématique pour les gens du photovoltaïque, pour les gens de l'éolien. Il faut qu'on ait un cadre réglementaire et un cadre de subvention qui permettent d'avoir une visibilité à plus qu'un an. Parce que quand on fait de l'industrie et fabriquer une chaudière, c'est un processus industriel. Nous devons avoir de la visibilité sur plusieurs années pour lancer les investissements, pour lancer la recherche, pour améliorer nos machines. Donc de la stabilité et de la vision long terme, des schémas type le fond chaleur qui s'étalent sur plusieurs années, je pense que c'est la bonne solution. Il faut aussi de la visibilité pour nos clients sur la problématique du CO2 qui a été abordée ce matin. La chaudière bois est un moyen d'effacer simplement du CO2. Faut-il encore, pour en particulier les clients industriels, qu'ils aient une visibilité sur le prix de ce CO2 économisé pour leur permettre de se lancer dans un investissement qui est plus important qu'une chaudière gaz classique. Le deuxième point aussi qui m'a frappé ce matin et surtout dans la table ronde précédente, c'est le rôle des collectivités locales et des collectivités territoriales. La biomasse est une ressource locale. Une chaudière, c'est alimenté au maximum dans un rayon de 100 km autour de sa chaudière. Et donc, on a vraiment besoin que tous les acteurs locaux, et je crois que dans cette salle, il y a un certain nombre d'élus qui sont présents, soient aussi partie prenante dans le développement de la filière biomasse, en fédérant les différents acteurs, et en particulier sur la problématique du rassemblement de la ressource. Il faut travailler avec l'ONF, il faut travailler avec les propriétaires forestiers, il faut travailler avec toute cette filière-là. Et je pense que les différents acteurs des collectivités territoriales sont sans doute parmi les mieux placés pour développer ce type de projet et nous aider à avancer. Vous dites qu'il y a des élus dans la salle. Moi, j'en compte aussi sur scène, au moins 2 à ma connaissance. Il se trouve que vous êtes élu de la commune de Saint-Grégoire, dans la banlieue nord de Rennes. Alors, est-ce que vous avez montré l'exemple ? Alors, je ne suis malheureusement pas en charge des aspects énergétiques à la mairie, mais effectivement, ce sont des sujets que les élus, en tout cas pour une petite commune comme la nôtre, les élus ne connaissent pas forcément. Et donc, il y a un grand rôle de pédagogie. Ça a été évoqué ce matin dans la première table ronde. Il faut qu'on apprenne aux gens qu'est-ce que c'est que le renouvelable, qu'est-ce que c'est que la biomasse, qu'est-ce que c'est que l'éolien, qu'est-ce que ça peut apporter en termes de bénéfices pour la collectivité. Et donc, j'essaye à mon humble niveau de diffuser la bonne parole et de faire passer les messages sur l'intérêt de basculer sur des solutions renouvelables qui, en plus, sur des communes petites, fait tout son sens puisqu'il y a souvent de la biomasse disponible. Alors en Bretagne, on n'est peut-être pas mieux placé pour le soleil, mais c'est possible aussi, ou l'éolien. Donc je pense que là-dessus, les collectivités, et ça me fait plaisir d'entendre que tout à l'heure, tout le monde tire dans le même sens, c'est-à-dire qu'on doit décentraliser, on doit donner de la dynamique locale, parce qu'en plus, je pense que les acteurs locaux seront plus réceptifs à passer des commandes à des acteurs locaux ou des acteurs nationaux, plutôt qu'à aller acheter des machines qui viendraient de l'étranger. Et sans transition, ça me permet de placer juste un petit point. Nous sommes quand même une industrie qui produit de la chaudronnerie, qui produit des éléments relativement lourds. Et donc, un des enjeux pour nous, et ce n'est pas le sujet du jour, mais il faut quand même le rappeler, c'est la compétitivité de l'industrie française. C'est une clé pour nous. Il y a pas mal de concurrents sur la biomasse. La France est plutôt en retard. Le président de Dalkia disait qu'on était très en retard sur les réseaux de chaleur. Donc nos concurrents autrichiens, allemands ou scandinaves sont déjà très présents et on se bat contre eux. Donc la compétitivité de l'industrie fait partie, je dirais, de l'enjeu pour nous aujourd'hui.
Alors, Franck Lacroix, il est président d'Alkia France pour l'instant, mais si vous me faites monter en grade, 4 images pour justement illustrer ces bijoux dont parlait Franck Lacroix tout à l'heure. Et vous tapez dans le rubis, apparemment, vu la couleur. Oui, donc ce sont des installations de production d'eau chaude ou d'eau surchauffée qui ont, sur les photos que vous voyez, une puissance entre 3 et 8 mégawatts et qui sont installées sur des réseaux de chaleur. Nous avons aussi la possibilité d'installer ce type d'équipement dans de l'industrie pour la production de vapeur, en venant en substitution d'énergie fossile, que ce soit du fioul ou du gaz. Et nous avons des exemples d'une laiterie en Normandie qui tourne 100% sur le bois et qui a même éteint ses chaudières gaz et qui tourne sur une biomasse toute seule. Ça veut dire que ce sont des solutions aujourd'hui qui sont industriellement fiables et qui ont montré leurs preuves et qui sont vraiment une alternative au gaz ou au fioul. Mais alors, sur ces photos-là, on a l'impression que ça tourne... Bon, désolé, on les a retirées, mais on a l'impression que ça tourne tout seul, vos chaufferies. Il n'y a pas d'opérateur. Alors, c'est le grand enjeu, justement. On brûle du bois depuis la nuit des temps. Brûler du bois, ça a commencé dans une grotte. Nous, on essaie de le faire un peu plus intelligemment. Et donc, un des objectifs que nous avons, c'est de rendre ces systèmes de plus en plus automatiques, à la fois pour limiter la maintenance et l'intervention humaine en fonctionnement, mais aussi pour améliorer la qualité de la combustion. Donc, justement, nous avons des machines il y a besoin de faire des rondes régulières toutes les 24 heures ou toutes les 72 heures, mais elles peuvent fonctionner sans aucune intervention humaine. C'est d'ailleurs une des demandes de nos clients, c'est que ça soit aussi simple que le gaz. Et je pense qu'aujourd'hui, grâce au développement de contrôle commande amélioré, de contrôle de la combustion, on arrive à ce résultat d'avoir quasiment la même flexibilité que sur une chaudière gaz classique. Merci pour votre témoignage à tous les deux. Je vous propose qu'on écoute maintenant le témoignage des deux grands groupes qui sont présents à cette table ronde, Louis-François Duret pour Areva et Jérôme Pécresse pour Alstom. On va commencer par Areva peut-être. Comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas taxer notre géant du nucléaire d'opportunisme sur les renouvelables, tant vous avez démarré tôt sur différentes filières, notamment la biomasse. Aujourd'hui, vous êtes sur l'éolien, ça relève presque de l'acharnement, comme j'avais eu l'occasion de le dire une fois à Anne Lauvergeon, en ayant tenté successivement d'acquérir par croissance externe de nombreuses et différentes sociétés. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Et qu'est-ce que vous répondez à vos interlocuteurs, notamment aux politiques, notamment aux parlementaires, qui doutent de la réalité industrielle de ces filières énergies renouvelables ? Alors, d'abord, avant de répondre à la question, si vous le permettez, je voulais dire que j'étais particulièrement heureux d'intervenir aujourd'hui, puisque nous sommes dans un cadre franco-allemand. Et vous le savez, les activités d'Areva sont allemandes en Allemagne, françaises en France. Dans le cas des renouvelables, nous avons 4 domaines d'activité. L'éolien en mer, qui est très allemand et très français maintenant. La biomasse, qui est très allemande et très française, c'est une activité qui est répartie entre les deux pays. Et nous ouvrons ces jours-ci un plateau technique sur le stockage d'énergie en Allemagne pour attaquer ce marché qui offre des perspectives tout à fait considérables. Stockage d'énergie thermique, électrique Alors, toute forme de stockage d'énergie. Nous souhaitons, si vous voulez, nous positionner sur ce marché. À l'évidence, c'est en Allemagne que les choses les plus importantes démarrent. Pour répondre à votre question, l'acharnement a payé. Notre chiffre d'affaires en 2012 était de 600 millions d'euros environ, 2 fois plus important que l'année précédente. Que sur les renouvelables ? Que sur les renouvelables, oui. Areva, c'est quand même sensiblement plus gros. 8 ou 9 milliards ? On va dire 9 milliards, mais nous commençons à peser d'un poids tout à fait significatif. Et 2013 va être une année très importante puisque nous allons livrer une dizaine de grands projets à nos clients. Vous en verrez quelques illustrations dans tous nos métiers, dans l'éolien en mer. Nous avons triplé notre capacité de production de turbines de 5 MW en 2012 par rapport à 2011 et nous allons installer 120 turbines en mer cette année, donc c'est tout à fait important dans le cadre de 2 projets. Dans le solaire thermodynamique, nous allons livrer 2 centrales solaires, une en Inde de 2 fois 125 MW et une en Australie qui combinent solaire et charbon, 44 MW. Dans la bioénergie, nous allons livrer 3 centrales cette année, une en France, une aux Pays-Bas, une au Brésil. Et dans le stockage d'énergie, également 2 installations vont être livrées à nos clients. Donc c'est une année tout à fait
importante pour notre développement. Et si on peut voir les illustrations, ça sera On va évidemment les très regarder bien. tout de suite. Et vous n'avez pas répondu à la dernière partie de la question. Qu'est-ce que vous répondez à vos détracteurs? Ceux qui Alors, disent, mais Areva, pour vous, c'est une danseuse, les renouvelables. Oui, bon, je dirais à cette échelle d'investissement et de chiffre d'affaires, on ne peut plus appeler ça une danseuse, évidemment. Ça peut coûter très cher. On a montré, si vous voulez également, c'est un point très important, les très fortes synergies techniques qui existent entre nos différents métiers. En particulier, notre ambition dans les renouvelables, c'est d'en améliorer la compétitivité et la fiabilité de façon extrêmement importante. Et nous rejoignons des problématiques, j'ai déjà eu l'occasion de m'en expliquer à plusieurs reprises, qui sont très voisines de celles du nucléaire, même si le lien entre les deux ne fait pas toujours plaisir à tout le monde ou n'est pas toujours très naturel. En fait, une turbine en mer, ça doit avoir un niveau de fiabilité extrêmement élevé, vu les difficultés d'intervention, vu les disponibilités du vent en mer et vu la complexité des opérations. Donc c'est tout à fait, je dirais, en synergie technique avec nos autres métiers principaux. Alors on va regarder en image, effectivement. Voilà quelques illustrations. Voilà, on peut avancer. Je crois que c'est vous qui avez la main pour avancer les photos. Donc notre centrale cogénération de Pierre-Latte qui va être inaugurée dans les jours qui viennent. On a beaucoup parlé de cogénération aujourd'hui. C'est une centrale à bois qui produit 30 MW thermiques et 12 MW électriques. Les chiffres ne vont pas surprendre les spécialistes et qui est alimentée par 100 000 tonnes de bois par an issus de la région. Voilà, vous avez une. Alors, on ne va pas présenter la centrale qui est aux Pays-Bas, qui est 3 fois plus grosse en capacité de production. La centrale solaire que nous construisons en Inde, 2 fois 125 MW. Vous voyez ici l'installation qui fabrique les réflecteurs, puisque nous utilisons des miroirs plans qui sont posés sur des bâtis métalliques. À part les miroirs qui sont importés, parce que malheureusement cette qualité de miroir ne se trouve pas en Inde, tout le reste est fabriqué localement, j'insiste. C'est une autre dimension à laquelle nous sommes très attachés, c'est une intégration complète dans le territoire, en l'occurrence le nord du Rajasthan, une région extrêmement défavorisée où cette création d'emplois, plusieurs centaines de personnes, est tout à fait bienvenue. C'est juste du stockage à gauche, là, parce là, qu'on est un peu serré. C'est un stockage en attente d'installation à la sortie de l'usine. Mais vous allez voir à quoi ressemblent les réflecteurs. Voilà, sur cette vue de notre installation américaine. Les premières sont en cours de montage en Inde en ce moment même. Voilà, ça fait 500 mètres de long, 100 mètres de large, et un module de ce type produit 7 MW électriques, ce qui est quand même tout à fait impressionnant. Stockage d'énergie, on en parle, c'est un domaine en pleine expansion. Vous avez ici une ferme photovoltaïque que nous n'avons pas installée, qui préexistait près d'Ajaccio, à l'Université de Corse, 500 kW de panneaux photovoltaïques, et nous avons installé un électrolyseur, une pile à combustible, ce que l'on appelle chez nous une green box de 100 kW, qui permet à ce site d'être autonome quand il n'y a pas de soleil, la nuit par exemple, et l'installation va être augmentée de capacité cette année. Ça, c'est le type de projet que nous allons développer un peu partout, notamment en Allemagne. Bon, l'éolien en mer, à gauche, une vue de notre première ferme qui a été installée en 2009. Je rappelle que notre premier prototype date de 2004. Et à droite, une illustration, la 80e turbine, pour ceux qui ont une très bonne vue, avec devant des fournisseurs issus de plusieurs PME de l'ouest de la France, que nous associons à notre projet français, puisque autour du Havre, nous allons avoir un écosystème de fournisseurs normands, bretons et picards qui vont nous fournir les composants des turbines qui seront produites en France pour le marché français. Voilà une vue d'artiste des installations industrielles du Havre. Et je crois que ça doit être tout aussi. Voilà. Bon, une petite vue du banc d'essai, mais qui est vraiment très, très difficile à voir. Donc vous réquisitionnez le quai du France. Voilà, c'est l'ancien quai du France, le quai Johannes Couvert, sur lequel vous aurez une usine de turbines, une usine de pales. Nous allons accueillir 3 fournisseurs importants, dont les noms sont déjà connus. ABB, qui va venir fabriquer les générateurs, Moventas pour les boîtes de vitesse et NTM pour les roulements. Donc ça, c'est tout à fait important d'avoir une base industrielle, un écosystème totalement intégré avec des entreprises françaises, plutôt PME, PMI, et des entreprises étrangères qui s'installent en France. Alors, je vais revenir vers vous tout à l'heure. J'ai tout de suite demandé à Jérôme Pécresse, président du secteur Alstom Renewable Power et vice-président exécutif d'Alstom. Où est-ce que vous en êtes, vous, chez Alstom, vous qui fournissiez depuis fort longtemps des composants pour les différentes filières énergie renouvelable, bien sûr, notamment électrique. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et sur quelle filière vous partez ? Alors,
Alstom, comme vous le savez, a vocation à être un leader dans toutes les sources d'énergie renouvelable, à l'exception du photovoltaïque. Donc nous sommes depuis longtemps leader mondial de l'hydroélectricité, avec une activité qui est maintenant mondiale, mais un cœur technologique et une base industrielle qui est restée pour partie en France. Donc nous avons d'ailleurs inauguré avec Delphine Bateau la semaine dernière une extension du centre de technologie mondiale qu'on a dans l'hydroélectricité à Grenoble. Donc c'est une activité globale, mais je crois qu'il est intéressant de faire le parallèle avec l'éolien offshore. On s'est lancé il y a 50 ans dans cette activité avec EDF. Maintenant, aujourd'hui, la France n'y représente que 2% du chiffre d'affaires mondial, mais elle représente encore 20% de nos emplois. Donc on voit quand on lance une filière industrielle, quelques décennies après, cette filière industrielle, ou en tout cas le cœur technologique qui a présidé à son lancement, est toujours là. On est également très actif dans l'éolien, onshore et offshore. Onshore, historiquement avec une base européenne, mais qu'on est en train d'étendre en Amérique latine. On a annoncé hier la signature d'un pré-contrat d'1 milliard d'euros à peu près de turbines au Brésil. Et offshore, où on s'est lancé avec notre partenaire EDF dans le cadre de l'appel d'offres du gouvernement français. J'ai été content de voir que M. Ferleman nous a rappelé qu'il y avait un potentiel pour l'industrie offshore en France. On en est conscient depuis quelque temps, puisqu'on a donc EDF a remporté en partenariat avec nous 3 champs sur l'appel d'offres précédent. Et pour répondre à votre question, nos usines, dans le cadre de cet appel d'offres, on va construire 4 usines, 2 à Saint-Nazaire, 2 à Cherbourg. Les unes à Saint-Nazaire vont sortir de terre bientôt, puisque le permis de construire a été déposé. La première pierre a été posée par le Premier ministre il y a quelques semaines. La construction aura lieu en 2013 et nous serons à même de produire dès début 2014. Et on lancera, on décale à peu près d'1 an, la construction de 2 usines à Cherbourg. On est aussi actif dans d'autres sources d'énergie renouvelable, géothermie, solaire thermique et énergie marine renouvelable, à la fois hydrolien et houlomoteur. Alors vous nous avez dit tous les deux que vous partiez sur le solaire CSP, solaire à concentration, solaire thermodynamique. Est-ce que ça veut dire que le cadre est plus stable? Est-ce que ça veut dire que le marché est plus prometteur? Évidemment, celui qui est visé, c'est celui de la Sunbelt. On commence par Jérôme Pécresse, peut-être. Je crois je laisserai Louis-François Duré répondre aussi pour lui, mais on voit effectivement des perspectives pour le solaire thermique, assez peu en France, mais dans le bassin méditerranéen, dans certains pays d'Asie. Il faudra qu'il y ait des dispositifs tarifaires adaptés, comme d'habitude, pour lancer la filière. Mais nous, on y est actif à travers un partenariat avec une société américaine qui s'appelle BrightSource, qui développe une technologie dite de tour. Et on y croit et on y investit. On pense qu'à un horizon de 5 ans, ça peut être un marché d'une dizaine de milliards d'euros à l'échelle mondiale. Alors, juste avant de regarder les 4 diapos présentant vos activités, Louis-François Duré, votre vision du marché sur le solaire CSP. Simplement pour ajouter qu'effectivement, il est très adapté à toute une frange géographique qui a été citée par Jérôme Pécresse, à laquelle je rajouterai l'Arabie Saoudite, qui a un très important programme qui a été rendu public au cours des mois derniers, et qui souhaite, et c'est un bon exemple, il faut disons noter ce choix stratégique qui a été fait, ne pas dépendre uniquement du photovoltaïque et développer également cette filière qui est beaucoup plus susceptible, d'après ce que disent les Saoudiens, de permettre le développement de filières industrielles locales, la création d'industries et de centres de recherche pour faire encore progresser ces technologies. En Arabie Saoudite, on parle de 20 gigawatts de solaire thermodynamique et d'une trentaine de gigawatts de photovoltaïque, donc avec un bon équilibre. Alors, on va regarder en image l'activité Alstom, avec vos commentaires, Jérôme Pécresse. Donc là, vous voyez une photo de notre numéro 1 de turbine éolienne offshore qu'on appelle l'Aliad, qui fait 6 MW, donc la plus grosse turbine actuellement présente sur le marché, avec une taille de rotor d'à peu près 150 mètres. Le numéro 1 est installé onshore sur le site du Carnet à côté de Nantes, et le numéro 2 est en voie d'installation au large des côtes belges offshore. Et c'est donc avec ce modèle que EDF a répondu à l'appel d'offres du gouvernement français l'année dernière. Alors vous partez sur une technologie, enfin on va pas faire, c'est pas un colloque sur l'éolien, mais vous avez une particularité là, c'est votre Pure Torque. On est convaincu, c'est pas de l'attaque directe. Ouais. Voilà, et entraînement direct surtout. On est convaincu que, comme ça a été déjà dit précédemment, qu'une des caractéristiques essentielles de l'éolien offshore, c'est qu'il faut des turbines particulièrement fiables, du fait des coûts de maintenance très élevés. On pense que, mais là on va rentrer dans un débat technique et on ne va pas forcément être d'accord avec Louis-François, donc on ne va pas prendre le temps de la table ronde pour en parler, que la boîte de vitesse est le talon d'Achille de la turbine, et donc on a essayé de s'abstraire de cette boîte de vitesse et de partir sur des technologies en entraînement direct. Mais là, encore une fois, je ne vais pas monopoliser le temps. Ça n'est pas une table ronde sur l'éolien. On n'est pas encore dans la phase 2 de l'appel d'offres, donc je pense que c'est un peu prématuré. Le but était simplement de souligner qu'on a 2 industriels français, que chacun part sur une technologie et qu'on va voir ce que ça va donner. On continue. Et donc là, vous avez la photo du numéro 1 maintenant installée au Carnet sur ses fondations, juste au bord de l'estuaire de la Loire. Vous pouvez passer rapidement.
Là, vous avez une photo de l'hydrolienne développée par Rolls-Royce TGL. On a racheté, il y a 2 semaines de ça, une activité donc, qui s'appelle TGL, qui est une ancienne filiale de Rolls-Royce, qui a développé une technologie d'hydrolienne qu'on trouve à la fois très fiable et probablement assez peu coûteuse en termes d'installation et de maintenance. Il me semble que quand on parle d'énergie marine renouvelable, encore une fois, au-delà des prouesses technologiques, les coûts d'installation et les coûts de maintenance sont 2 caractéristiques fondamentales. Donc on croit à cette technologie. On pense que l'hydrolien n'en est pas encore au stade de l'industrialisation, donc il est prématuré de parler de filière industrielle. En revanche, ça a clairement dépassé le stade de la recherche. C'est en train de passer au stade du développement. On investit dans ce métier. On appelle de nos voeux un appel d'offres que le gouvernement envisage de lancer sur une ferme pilote au large du Raz-Blanchard, qui permettra de tester quelques machines et de voir comment tout ça fonctionne et comment tout ça produit du courant. On a déjà une machine comme ça, c'est une machine qui fait 1 mégawatt, qui a été immergée il y a 1 mois au large des côtes écossaises et qui va bientôt produire du courant. Donc je pense qu'on a dans ce domaine de l'hydrolien la technologie la plus avancée et encore une fois, on croit à la dynamique de ce marché. Il faut y aller prudemment, mais on y va avec prudence, mais avec volontarisme. Et là, vous voyez l'image de la mise à l'eau de la dite turbine. Il y a une technologie un peu particulière, c'est que justement, elle peut flotter derrière le bateau. Donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas chère à s'installer. Et ensuite, elle est automatiquement s'accrocher sur le trépied qui constitue la fondation. Alors, j'ai 2 dernières questions pour tous les deux. La première, c'est de quoi avez-vous besoin pour être crédible à l'export sur les sujets? Vous visez grand, vous visez lourd, vous visez, par exemple, sur le solaire, toute la Sunbelt. De quoi avez-vous besoin? Jérôme Pécresse. Écoutez, je crois la question de quoi on a besoin pour exporter et surtout de quoi on a besoin pour créer une filière industrielle dans les énergies renouvelables. Je crois que c'est le sujet de la table ronde. Alors, je fais une remarque liminaire d'abord parce que vous avez dit il y a deux PME et puis il y a 2 grands groupes. Nous, on ne vit pas ça nécessairement comme une ligne de fracture pertinente. Chez Alstom, quand on crée un emploi, généralement, il y a entre 3 et 4 emplois indirects qui sont créés chez des fournisseurs, chez des PME, chez des PMI, chez des ETI. Donc, je pense que quand on réussit, il y en a d'autres qui réussissent et on ne réussit pas sans eux. Donc ça, c'était un commentaire liminaire. Alors ensuite, pour lancer une filière industrielle, de quoi a-t-on besoin, nous, en tant que grand groupe industriel? Qu'est-ce qui nous donne la confiance pour investir? Je crois que c'est ça la question. La première chose, on a besoin de politiques publiques qui aient une forte continuité. On ne sait pas vivre dans des environnements où les dispositifs tarifaires font des à-coups, comme on a pu le vivre dans certaines filières renouvelables ici, et on a besoin d'appels d'offres qui ne soient pas un one-shot. Dans l'offshore, on est très content parce qu'il y a la phase 1, maintenant il y a la phase 2 qui arrive, on parle d'une phase 3, et c'est exactement ce type de dynamique dont on a besoin. Donc il nous faut des politiques publiques et des politiques tarifaires continues. Deuxièmement, il nous faut, je crois, des mécanismes qui assurent une forme de massification et de visibilité. On sait prendre le risque de remplir nos usines sur 10 ans. On est en train de construire 4 usines en France. La phase 1 de l'appel d'offres offshore avec EDF, on remplir ces usines pendant 2 ans et demi. Au-delà de ça, on va prendre notre risque. On va vendre, on va exporter. Mais je veux dire, pour se lancer, il nous faut un peu de volume, un peu de massification. Et je crois que c'est intéressant de constater que dans l'offshore, nos usines vont se créer, celles d'Areva vont se créer. Dans l'onshore aujourd'hui, il n'y a quand même aucune éolienne n'est assemblée en France. Et on a juste, je crois, si je compte 2 ou 3 petites usines de tours. Donc pourquoi est-ce qu'on a réussi dans l'offshore? Parce qu'on n'a pas réussi dans l'onshore. Parce que dans l'offshore, il y a eu un appel d'offres qui a assuré massification et visibilité. A contrario, dans l'onshore, il y a un millefeuille administratif dont tout le monde a dit aujourd'hui qu'il était terrible et qui a non seulement comme conséquence de ralentir le développement de l'éolien onshore en France, mais en plus, en morcelant tous les volumes et en ayant des aléas réglementaires, on ne sait pas si les champs vont se faire, s'ils se font, ça va prendre 5 à 7 ans. Aucun industriel sensé n'investit dans un environnement comme ça. Donc je crois qu'on peut se poser la question de savoir si les dispositifs qui ont bien marché dans l'offshore ne pourraient pas réussir dans l'onshore. Et troisième chose, on a besoin du soutien des acteurs publics, nationaux et régionaux, et dans différentes dimensions. Je crois qu'on a besoin d'un travail étroit avec les régions, les départements, là où on s'implante. Nous, c'est ce qu'on fait dans les Pays de Loire et en Basse-Normandie, où il ne s'agit pas seulement d'avoir des financements ou d'avoir du terrain, il s'agit de savoir s'intégrer dans les écosystèmes locaux, travailler avec les pôles de recherche, mettre en place des dispositifs de formation. Donc tout ça, c'est important pour les endroits où on s'implante, et c'est critique pour notre succès. Et on a besoin de temps en temps de financement à certaines étapes de la filière. Là, on voyait des images d'une hydrolienne. Je crois que je parlais de ferme pilote. Il est clair qu'aujourd'hui en France, dans le développement des énergies marines renouvelables, que ce soit l'éolien offshore, que ce soit l'hydrolien, que ce soit demain l'houlomoteur, le stade de la ferme pilote est un stade qui n'est pas financé. Il y a un chaînon manquant dans le financement. On sait financer la recherche, on sait avoir tout un tas de dispositifs de soutien public et de financement régionaux pour la recherche. On sait financer nos usines, c'est notre boulot industriel.
entre les deux, de temps en temps, il faut faire une ferme pilote pour mettre quelques machines. Ça coûte très cher pour un industriel, c'est plus de la recherche, et ça, aujourd'hui, c'est pas financé. Donc on attend avec impatience de voir comment sera géré le problème de la ferme pilote hydrolienne, et on pense qu'à terme, il serait très important pour ces fermes pilotes, éolien encore une fois, ça peut être l'éolien offshore, ça peut être l'hydrolien, d'avoir des dispositifs tarifaires adaptés, parce que par définition, le modèle économique ne marche pas sur ces fermes pilotes si on est au prix du marché, et un dispositif tarifaire, quand on parle de 5, 10, 30 machines, n'est pas quelque chose qui va grever les finances publiques de façon significative. Donc je crois que c'est ces trois choses dont on a besoin, si vous voulez: visibilité, massification, continuité des politiques publiques et financement à différentes étapes de la chaîne. Louis-François Duré, de quoi avez-vous besoin? Pour éviter les redites, parce qu'évidemment je vis beaucoup et je suis d'accord, je vis les mêmes phénomènes et je suis d'accord avec ce qui a été dit par Jérôme Pécresse. J'ajouterai un point, si vous voulez, nous dans les renouvelables, et je pense que c'est vrai chez mes confrères et c'est vrai aussi chez les PME, nous avons encore beaucoup d'efforts de R&D et d'innovation à faire pour réduire les coûts de façon drastique, je dirais, se rapprocher de la fameuse parité réseau et amener à des solutions qui soient industriellement pertinentes. Donc, en plus, j'allais dire, même si Jérôme Pécresse l'a évoqué, en plus de tout ce qui a été dit sur l'aide à la création des filières industrielles, la nécessité d'un cadre prévisible, je pense qu'on a besoin d'un soutien qui, de mon point de vue, est surtout régional sur les actions de recherche, d'innovation et de développement d'expertise dans ces domaines, à l'échelle des régions, parce que c'est là que les choses se passent. Je vais l'illustrer par un exemple, je ne vais pas reprendre les mêmes domaines d'activité qui ont été développés par Jérôme Pécresse, je vais vous parler de la biomasse. Dans la biomasse, nous sommes convaincus, nous, que nous pouvons apporter quelque chose au système en allant vers le charbon végétal. Ce qu'on appelle le charbon végétal, nous on l'appelle même le charbon vert, dans un esprit un peu provoquant. L'ancien charbon de bois? Voilà, c'est le biocoal. Alors le biocoal que vous pouvez appeler charbon de bois, ça permet de visualiser assez bien ce que c'est. Ça permet de transformer de la biomasse qui contient de l'humidité, on a eu l'occasion de l'évoquer, en un produit qui est stockable, qui est transportable, qui est broyable et qui peut être injecté à la place du charbon. Donc c'est extrêmement important, le marché est absolument gigantesque. Nous avons identifié, après un travail assez long, une start-up dans la région Aquitaine, dont nous avons repris les effectifs en totalité et la propriété intellectuelle. Et nous souhaitons poursuivre avec la région Aquitaine, parce que les gens sont là et c'est bien qu'ils soient là, pour aller jusqu'à vraiment la fin de la phase de R&D et le début de ce travail d'industrialisation. Et ça, M. Roussel le sait bien, c'est un sujet que nous discutons actuellement avec ses collaborateurs. Ça fait sens de le faire dans ce cadre-là. J'ai plein d'autres exemples à citer, je ne vais pas tous les citer. Dans le solaire thermodynamique, par exemple, dont on peut convenir que ce n'est pas une activité qui est très très bien adaptée à la France ou à l'Allemagne compte tenu de la météo et de notre position sur le globe terrestre, on peut faire de la R&D. Et nous, on s'engage, si vous voulez. On en a fait déjà beaucoup. On a Odeio, on a oui, Thémis, absolument, mais c'était il y a longtemps. On a Montlouis. Mais c'était il y a longtemps, vous l'avez observé. Et depuis, il se fait encore beaucoup de choses au CNRS et au CEA, mais au plan industriel, il ne se fait plus grand-chose sur le solaire thermodynamique. On s'engage, nous, à redévelopper des activités de ce type. On va inaugurer dans quelques jours un centre de R&D applicative sur les revêtements qui sont destinés aux tubes receveurs, ce qu'on appelle les tubes receveurs dans les systèmes thermodynamiques, et on le met à Beaumont-Hague parce que ça fait sens, c'est là que sont les compétences. C'est un centre de R&D à vous ou en partenariat avec... À nous. Celui-là, il sera à nous, mais on peut le faire en partenariat avec les régions, on peut le faire en partenariat avec d'autres industriels. Donc les deux axes forts sur lesquels on travaille vraiment, c'est améliorer la compétitivité et la fiabilité des produits. Ça suppose encore de la R&D et de l'innovation, ça permet de réduire les coûts et ça permet de créer des emplois de très haute technologie. Ça, c'est tout à fait vital. Merci. Vous encadrez tous les deux l'Union française de l'électricité. Olivier Sala en est le vice-président. Il est également directeur général de Gaz et Électricité de Grenoble. Alors, on va commencer par votre rôle vice-président de l'Union française de l'électricité. Réaction et vision par rapport à tout ce que vous venez d'entendre. Je pense que peut-être un petit mot pour commencer sur qui est l'UFE. Donc, l'UFE rassemble l'ensemble des acteurs de la filière électrique en France, ce qui lui permet, je dirais, de développer une vision très complète de ce que signifie la transition énergétique et notamment la montée en puissance des ENR sur tout le système électrique français. Voilà. Si vous me le permettez, je dirais bien quelques mots sur les éléments de conclusion
auquel nous sommes arrivés à l'issue d'une étude assez approfondie que nous avons conduite à l'UFE, prospective sur justement les scénarios de transition énergétique à 2030. Alors, en quelques mots, finalement, quand on prend les chroniques d'évolution de demande sur la base des scénarios aujourd'hui travaillés par le RTE, et qu'on fait l'hypothèse d'une part dans le mix électrique finalement du nucléaire à un niveau d'environ 50%, eh bien, l'enjeu à 2030, c'est de multiplier par 4 en France la capacité d'ENR. Alors, par 4, ça veut dire qu'elles vont devenir en gros 40% du mix contre 12 à peu près % aujourd'hui. Et en gros, on aboutirait à 30 gigawatts de PV, 40 gigawatts d'éolien, si on ajoute l'onshore et l'offshore, 28 gigawatts d'hydraulique. Alors ça paraît énorme, x 4, mais enfin finalement en capacité installée de photovoltaïque, on arriverait au niveau de l'Allemagne aujourd'hui. On sait bien qu'on a un potentiel, un gisement de vent assez considérable en France qui est aujourd'hui sous-exploité. Et puis en hydraulique, on pourrait aller encore plus loin que les 28 gigawatts, on est à peu près à 25 aujourd'hui, si on va chercher tous les gisements d'accroissement de développement. Mais pour atteindre ces objectifs, et je souhaite qu'on y aille évidemment, et l'UFE souhaite que nous y allions, il faut souligner les conditions de réussite. Et les conditions de réussite industrielle, c'est quoi ? C'est d'abord, il faut que nous soyons capables de financer. En gros, la transition énergétique à 2030, le total des investissements, je dirais pour le secteur électrique, c'est 420 milliards d'euros sur 18 ans. Sur ces 420 milliards d'euros, il y a à peu près 180 milliards qui correspondent au développement de capacités de production ENR. Donc ça fait à peu près 10 milliards par an. Donc c'est très significatif. Et on n'est pas là, je dirais, sur des scénarios militants extrêmement extrémistes. On est sur des scénarios tout à fait raisonnables. Et donc pour financer ces 10 milliards par an, il faut sécuriser les financements. Alors, et forcément, on va retomber sur ce qui a été dit, je dirais à l'instant par M. Pécresse, c'est-à-dire qu'il faut de la visibilité sur le modèle de revenu, à la fois en termes de market design, si je puis dire, et puis de cadre réglementaire. Voilà. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'il faut qu'on ait bien en tête qu'un des objectifs de ce travail de transition, de ce mouvement de transition énergétique, c'est de sortir partiellement, en tout cas, de notre addiction au pétrole. Aujourd'hui, c'est 50% de la consommation d'énergie en France, le pétrole et le fioul. Pour donner un ordre de grandeur, le chauffage au fioul, c'est toujours 120 TWh par an. C'est la deuxième source de chauffage aujourd'hui en France, le fioul. Et on a un déficit commercial qui nous pose problème, d'à peu près 70 milliards par an. Sur les 70 milliards par an, il y en a 50 qui sont directement imputables au pétrole. Et donc je pense que quand on va développer les ENR, si on veut une vision systémique, eh bien, il faut faire en sorte qu'il puisse y avoir, je dirais, des évolutions, des transferts d'usage qui permettront de déplacer de l'énergie de cette source fossile pétrole vers les ENR. Voilà. Et ça aura évidemment un triple effet, j'allais dire, d'amélioration ou de réduction de nos émissions de CO2, de renforcement de notre indépendance énergétique et d'amélioration de notre déficit commercial. Bon, un autre point important, c'est le renforcement des réseaux. Et ça, je pense qu'il faut le dire. Alors, on sait qu'il y a des débats classiques, on l'a vu dans la table ronde précédente sur le rôle du réseau, le rôle du producteur, etc. La réalité, c'est qu'il faut investir dans les réseaux si on veut être capable de tirer complètement parti des complémentarités de nos territoires. Donc il s'agit de permettre à la fois un développement de la production au niveau local, au niveau décentralisé, c'est important, tout en assurant une sécurisation du système électrique. Alors, je précise qu'il faut d'autant plus l'anticiper, parce qu'aujourd'hui, faire une ligne de haute tension, c'est 1 an de travaux, 10 ans de procédure. Donc il faut vraiment avoir en tête le schéma cible pour permettre de l'accompagner. Alors, pour vous donner une idée, dans les 420 milliards que je citais tout à l'heure, les investissements en réseau, c'est à peu près 160. C'est 50 sur le transport, à peu près 110 sur la distribution. Je précise d'emblée que toutes ne sont pas imputables aux ENR, loin s'en faut. Mais enfin, néanmoins, il faut bien l'avoir. Loin s'en faut, puisqu'on est à peu près sur 10% d'imputables aux ENR. Oui, c'est ce qui a été dit par Pierre Bornard ce matin. Oui, on peut discuter, mais je veux dire, c'est une minorité qui est imputable aux ENR, effectivement. Alors, un autre exemple, je vous parlais tout à l'heure de l'hydraulique, qui est une très belle énergie, qui est une énergie qui est mature, mais sur laquelle il y a quand même de l'innovation technologique, sur laquelle on dispose d'une filière d'excellence française, et je dirais la présence d'Alstom ici en atteste. C'est une énergie qui est compétitive. On a chiffré à l'UFE le potentiel de développement hydraulique en France à 10,6 TWh. Bon. Ce potentiel-là, aujourd'hui, de facto, il est en danger, du fait d'une procédure ou d'une démarche, je ne sais pas comment il faut l'appeler,
de révision du classement des rivières. Voilà. Alors ça, c'est une bonne illustration, puisque si, alors l'UFE a lancé l'alerte, et on n'est pas les seuls à avoir fait cette alerte-là, et j'espère qu'elle sera entendue, afin qu'au moins on se donne le temps du débat avant de classer de manière irrémédiable ces cours d'eau, puisque aujourd'hui les hypothèses de classement aboutissent à tuer 75% de ce potentiel-là. Alors c'est plus qu'anecdotique, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne fait pas l'effort de mise en cohérence entre les objectifs que l'on se donne et les réalités, je dirais, du maquis de dispositifs administratifs et réglementaires, eh bien, nous n'y arriverons pas. Et puis, dernier point, mais je dirais ça a déjà été largement abordé, c'est indispensable de profiter de cette montée en puissance des ENR pour renforcer nos filières industrielles françaises. C'est absolument majeur pour créer des emplois, pour améliorer notre balance commerciale. Ce qu'il faut bien dire aujourd'hui, c'est que selon le type d'ENR, on est sur des niveaux de dépendance aux importations qui est très variable. Donc on est à peu près à un niveau de 10% quand on parle d'hydraulique, on a un niveau de l'ordre de 70% quand on prend l'ensemble de la valeur sur le photovoltaïque. Donc je pense qu'un des grands enjeux que l'on a, et je pense notamment au solaire, c'est d'aller chercher, et je pense que les exemples de PME qui étaient là étaient tout à fait intéressants, la valeur ajoutée technologique pour reprendre la main, pour que toute cette valeur ajoutée-là ne parte pas, je dirais, en déficit commercial. Voilà, donc en quelques mots, je dirais le panorama de comment on voit les choses à l'UFE. Frédéric Conchy, brièvement. Rectification du chiffre, la vérité sera entre les deux valeurs. Pardon, juste par rapport à ce que j'ai dit un peu précédemment, je pense pas que la valeur, enfin, qu'on en soit, on dépende de 70% de l'export sur des technologies photovoltaïques. On a réduit ça de façon drastique dans ces dernières années et ça va continuer. Après, on ne peut pas discuter des chiffres, mais effectivement, c'est ce qu'on souhaite clairement. Je pense que, après il y a la guerre commerciale avec les Chinois sur la question des panneaux, etc. Je pense que si on n'y prend pas garde et si on n'organise pas une vraie politique industrielle sur le sujet, on ne retirera pas les fruits de l'investissement collectif que nous devons faire sur les ENR. Une deuxième question, vous êtes directeur général de Gaz et Électricité de Grenoble, dont la filiale GEG-ENR est en pleine croissance. Alors, vu d'un groupe comme le vôtre, quelles sont les opportunités par rapport à cette transition énergétique ? Alors, moi, je suis très convaincu que le modèle d'entreprise publique locale est extrêmement pertinent dans ce contexte de transition énergétique, et en particulier sur la nécessité de développer les énergies renouvelables. Pourquoi ? Parce que finalement, le ticket d'accès aux énergies renouvelables est finalement beaucoup plus bas qu'historiquement ça l'était pour les grandes sources de production centralisées. Je dirais la barrière technologique est relativement limitée. Alors on voit bien que ça ne s'applique pas forcément à de l'éolien type offshore, évidemment, et que ce qui est clé, c'est à la fois d'avoir accès à du foncier, à la fois de s'intégrer dans les schémas d'aménagement des collectivités territoriales, et à la fois, finalement, d'acquérir, de gagner cette acceptabilité sociétale locale. Et je pense que pour tous ces paramètres-là, le modèle d'entreprise publique locale, il est extrêmement pertinent. Alors, il n'est pas en concurrence en tant que tel avec d'autres modèles, mais je pense qu'on le voit dans beaucoup de pays. Alors, c'est évidemment le cas de l'Allemagne qu'on a beaucoup cité aujourd'hui. En Allemagne, je dirais que le rôle des Stadtwerke, qui est un peu l'équivalent, mais en beaucoup plus puissant, est extrêmement moteur dans la transition énergétique. Et donc, pour ce qui concerne GEG, nous avons effectivement un développement assez fort, que ce soit sur la petite hydro, que sur le solaire, l'éolien et désormais le biométhane. Oui. Merci d'avoir reparlé de la petite hydro. J'ai aperçu tout à l'heure Anne Penalba de France Hydroélectricité qui est dans la salle, plus quelques autres opérateurs. Je pense qu'ils apprécieront. Ils ont bien noté les 10,6 TWh de potentiel. Oui, je pense qu'Anne Penalba connaît bien le sujet. Oui, elle connaît très bien le sujet, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Il y avait Ghislain Verstrac qui était là aussi. Je pense qu'ils connaissent ces chiffres par cœur. J'ai noté aussi les 3 gigawatts cette fois-ci, puisqu'on était en terawattheure tout à l'heure. Là, les 3 gigawatts de potentiel, vous dites passer 28 à 30. Oui, on est de 25 à 28, mais on peut faire mieux. Si 25 à 28, pardon. Ouais, 25 à 28. mais ça, c'était la capacité installée. Voilà. En capacité installée. 2 élus à cette table ronde. Sur l'hydro, juste un mot. Oui. N'oublions pas l'utilité de l'hydro en tant que capacité de stockage. Le plus on va développer d'énergie intermittente, le plus on aura besoin de STEP. Et le plus on aura besoin de l'hydro, c'est aujourd'hui. Il y a beaucoup de développements technologiques intéressants. Mais si on veut stocker aujourd'hui de façon de plus en plus réactive de l'énergie en grande quantité avec un bon rendement, il faut faire des STEP. Il faut faire des STEP en France. Et les dispositifs tarifaires actuels ne permettent pas d'avoir un rendement intéressant quand on veut transformer une unité existante en STEP. Donc c'est un sujet auquel il faut
aussi. Mais je pense dont il que faut les parler 3 et ne pas gigawatts oublier. qui étaient évoqués à l'instant par Olivier Salas ne sont pas des steppes. Les steppes, quel est le potentiel en France d'après vous? C'est 1 giga Alors, au maxi? c'est très difficile de répondre à cette question parce que ça revient à dire quelle est la valeur pour le système électrique dans son ensemble, puisque les steppes consomment plus d'énergie que ce qu'elles en produisent par construction. Donc c'est sûr, mais je pense, et merci de l'avoir rappelé, hein, la capacité de flexibilité de l'hydro a une valeur qui va être croissante, parce que forcément, du fait de l'augmentation dans le mix de la part des énergies renouvelables, si on passe à 40%, qui est le chiffre que je vous donnais tout à l'heure, on voit bien que la question de l'intermittence va devenir absolument majeure. Et donc, il va falloir bien être capable de rétrocéder une partie de cette valeur au business model de la STEP, qui aujourd'hui, en gros, est mort en France. Voilà, aujourd'hui, il ne vaut rien. Compte tenu de l'écart de prix jour-nuit, aujourd'hui, un modèle de STEP, compte tenu des investissements à fournir, aujourd'hui, je veux dire, personne ne va investir sur une STEP. Voilà. Donc la question se pose, mais pour ça, effectivement, il faut statuer au niveau du système tout entier quelle est la valeur associée pour qu'une partie de cette valeur-là puisse être rétrocédée à ceux qui investissent et qui ont besoin de visibilité. STEP, station de transfert d'énergie par pompage. Pour ceux qui veulent tout savoir sur le sujet, c'est le 10 avril, colloque France Hydroélectricité. Alors on a 2 élus à cette table ronde, Christophe Porquier qui est vice-président du conseil régional de Picardie et puis Alain Rousset, à la fois président de l'Association des régions de France, président du conseil régional d'Aquitaine, député de Gironde et ancien maire de Pessac. Donc une question à tous les deux. Est-ce que les collectivités locales commencent à entrevoir le début des retombées du développement de toutes ces filières énergie renouvelable? Christophe Porquier en premier. Oui, c'est très clair. Pour peu qu'elle se soit complètement investie sur ce champ-là, aujourd'hui, on commence à voir les retombées sur le territoire. Pour autant, on n'est pas au bout du chemin. On n'est pas au bout du chemin. Alors, j'entends les remarques qui sont faites sur les besoins de visibilité, de stabilité, qui sont naturels et qui correspondent à des attentes assez légitimes, puisqu'il y a quand même, c'est vrai, un millefeuille administratif qui a été construit et qui pénalise aujourd'hui le développement des ENR. On a mis des éoliennes en ICPE, c'est vrai qu'on a eu un effort d'innovation assez intéressant en France pour complexifier considérablement la législation. Mais ça, c'est demain matin. Après, ce qui va arriver très très vite, c'est la révolution industrielle. Moi, j'ai pas peur du mot révolution. C'est pas la prise du palais d'hiver de l'énergie. C'est le mot. La révolution, elle est en cours. C'est aujourd'hui un processus qui est assez connu, des révolutions industrielles passées, et aujourd'hui c'est la révolution de l'électronique, de l'informatique dont parlait tout à l'heure le ministre Allmeyer, et aussi la révolution énergétique qui est celle des énergies renouvelables. On est dedans, et ce sont des processus de destruction créatrice qui ont été expliqués par des économistes. Soit on est dans le laisser-faire, et destructions se font et des tissus industriels disparaissent et d'autres émergent, soit on essaye d'organiser les choses en tant que responsable public pour que les choses ne se fassent pas avec de la casse sociale, casse économique. Et c'est là où nous, en tant que collectivité, on a un rôle très important à jouer pour faire en sorte que cette transition dans la révolution, elle puisse se faire en permettant à des savoir-faire, à des hommes et des femmes qui travaillent, de pouvoir passer d'un mode de production à un autre. Et l'enjeu de la reconversion industrielle, l'enjeu de la diversification de sociétés qui existent aujourd'hui pour aller vers de nouveaux marchés, il nécessite un effort extrêmement important de formation, de recherche, d'accompagnement économique dans l'innovation, et pas seulement dans l'innovation technologique, mais aussi dans l'innovation financière, sociale. Et là-dessus, bien sûr, nous avons mis un certain nombre dans les régions, et le président Rousset va en parler mieux que moi encore après, mais nous avons mis des moyens conséquents qui aujourd'hui commencent à porter leurs fruits, puisque moi je peux citer l'exemple de la Picardie, investissement direct sur la filière éolienne dans l'ensemble des secteurs dont je viens de parler, un schéma régional éolien très volontaire, très concerté, qui montre que les enjeux, par exemple, de respect de la biodiversité peuvent se marier avec des exigences très élevées en termes de potentiel. Et donc, il n'y a pas forcément de contradiction à y voir. Et nous avons créé là un contexte favorable pour le développement d'une filière. Et en même temps, nous avons accompagné son développement sur le territoire
en nous dirigeant principalement vers des petites et moyennes entreprises pour qu'elles puissent trouver là de nouveaux marchés. Et typiquement, une entreprise comme Mersen, une entreprise qui a un site à Amiens de 200 emplois, qui avait une partie de sa production qui était consacrée à l'automobile, en sous-traitance avec Valeo, qui disparaissait, qui était amené à disparaître. Nous avons accompagné avec un plan de formation, avec un effort de recherche associé avec l'Université de Picardie, la reconversion de ce site, qui était déjà sur une partie sur du ferroviaire, sur des balais de transmission pour les éoliennes. 200 emplois ainsi qui ont été maintenus, des PME qui ont pu se diversifier dans l'éolien, que nous avons accompagnés, que nous avons accompagnés encore hier à un salon international. Et puis aussi l'ensemble des filières par ailleurs sur d'autres énergies renouvelables, comme la filière bois, qui a été accompagnée dans son ensemble pour mieux mobiliser les bois et accompagner cet effort de mobilisation avec justement la création de réseaux de chaleur urbains pour que tout site donne du sens. Vous n'avez pas prononcé le mot de Windustry que vous avez pourtant accueilli en Picardie dès 2011 ? C'était effectivement une étape importante de concrétisation des politiques que nous avons mis en œuvre dans la région parce qu'il était indispensable pour nous que toutes ces entreprises qui étaient en train de rechercher de nouveaux marchés puissent à un moment donné se parler avec de grands donneurs d'ordre. Et ça a rencontré l'initiative du CERF d'organiser justement le premier colloque Windustry qui s'est tenu à Amiens, donc il y a maintenant plus d'1 an. Alain Rousset, on va commencer par le président de la région Aquitaine. Vous avez été cité déjà au moins 3 fois par les panélistes de cette table ronde. Alors l'aventure industrielle est parfaitement crédible pour vous ? Oui, de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Je crois que un récent article du Monde montrait à quel point nous avons désindustrialisé ces dernières années. Et je pense malheureusement que si nous n'adoptons pas un autre modèle, nous allons continuer à le faire. J'ai beaucoup aimé ce qui a été dit dans la table ronde précédente, dans celle-ci aussi qui est plus industrielle. J'ai beaucoup aimé quand même. Je veux dire, tenir ici devant des responsables d'entreprises et de collectivités un discours aussi décentralisateur par 2 ministres de gouvernements différents, je buvais du petit lait. Bon, ce qu'il faut savoir, d'une manière très simple, nous avons en gros 10 fois moins d'emplois verts, entre guillemets, dans quelques domaines qu'ils soient, que l'Allemagne. En gros, schématiquement. Le budget des régions françaises par rapport au budget des Länder allemands, c'est le même rapport. Quand je vais voir mon homologue, si tant est que je puisse l'appeler ainsi, peut-être qu'il n'aimerait pas, ministre-président du Land de Hambourg, et que je lui demande quels sont les moyens qu'il met en accompagnement de ces PME en innovation, l'échelle est de 1 à 4. Comment voulez-vous que nos PME françaises, dans un domaine où il faut amorcer la pompe par des démonstrateurs, vous l'évoquiez tout à l'heure, par du capital risque, par des aides au développement, par de la formation, comment voulez-vous qu'on tienne le coup? Comment voulez-vous que l'industrie française tienne le coup avec un tel différentiel de compétitivité publique? C'est pas possible. Donc il faut qu'on change de braquet. Voilà. Alors on a pris des initiatives, les pôles de compétitivité en sont un, la Banque publique d'investissement en est une. Mais il faut qu'on change notre modèle et qu'on arrête d'être jacobin. Je suis très heureux d'ailleurs d'avoir entendu les 2 ministres dire ça. Le jacobinisme, c'est l'ennemi. Parce que le jacobinisme, il se met non seulement dans les pouvoirs publics, et je m'en excuse auprès d'Areva et d'Alstom, que je ne considère pas ainsi, mais il se met dans notre modèle industriel. D'ailleurs, les 2 sont homothétiques. Vous avez un modèle État qui veut tout faire, et je veux dire, au-delà de mes relations personnelles avec le président de la République actuelle, le souhait de décentralisation était très fort pour moi. Nous avons l'État et des collectivités locales
qui reste trop sous-traitante de l'État. Et vous avez dans le modèle industriel des grands groupes et 80% de PME très petites qui sont sous-traitantes. Vous ne pouvez pas industrialiser un pays dans ces conditions. Vous ne pouvez pas le faire. Pour le faire, il faut avoir des régions puissantes qui feront surgir une croissance des PME et des ETI puissantes. Sinon, ça ne marchera pas. Je ne vois pas pourquoi d'ailleurs il faudrait une volonté politique au niveau de l'État pour des grands groupes, des grandes filières, des grands programmes, et qu'il ne faudrait pas une volonté politique à l'échelle régionale, alors que ça se passe dans tous les pays, pour créer un réseau d'ETI. Alors après, il faut des moyens. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a que la région. Non. Ce n'est pas la région qui va gérer le réseau d'électricité de la ville dont j'ai été le maire, ou les autres villes. C'est les départements qui vont transformer le chauffage de leur collège en chaudière bois. Donc avec derrière aussi une industrie de la chaudière, une performance de la chaudière. Ce n'est pas la région qui va aider, une entreprise qui va récupérer la quantité de chaleur produite par les grands ordinateurs pour la transformer en production d'énergie. C'est un réseau industriel. C'est un ensemble. Mais en tout cas, ça se passe sur le terrain. Alors, à partir de là, il y a, c'est vrai, un problème R&D. Parce qu'il faut qu'on puisse accompagner les PME qui se créent ou qui sortent d'un laboratoire pour arriver à maturer l'idée ou la créativité. Et on a une vraie difficulté en France à créer un système de maturation ou d'accompagnement de la maturation. Il y a une belle expérience qui existe à Grenoble autour du LETI, et je vais essayer, moi, en Aquitaine, de reproduire ça avec le CEA Tech, avec ce qu'on fait déjà, pour essayer de voir un peu cette créativité et comment on l'amène à un bon stade. Mais il y faut aussi, après, d'accompagner les entreprises en fonds propres, parce que si la création d'une PME innovante se traduit par une cannibalisation, soit par un grand groupe, soit par un fonds cannibale permettant d'assurer la retraite des veuves de Singapour, ça ne va pas marcher. Or, notre problème structurel et culturel en France, on manque de fonds propres, mais on ne renouvelle pas notre tissu de grands groupes. 70% de nos grands groupes sont les mêmes qu'il y a 30 ans. Vous n'avez aucun pays comme celui-là. Hein? Donc il faut qu'on fasse monter en puissance ces ETI, notamment dans ce dont on y reviendra peut-être, parce que, et sûrement d'ailleurs dans ce débat, moi je suis en train de lancer à mon niveau, parce qu'il n'y a pas eu encore un projet national sur le stockage de l'énergie. J'ai fait un appel à manifestation d'intérêt que vous connaissez sur le stockage de l'énergie. On est en train, parce qu'il se trouve qu'on a en Aquitaine l'entreprise qui a mis au point un système de bornes de recharge rapide. Essayer de mobiliser, on a présenté un projet au Grand Emprunt avec plusieurs collectivités. Vous voulez dire pour les véhicules électriques? Oui, mais à l'échelle d'une région, parce que vous ne pouvez pas faire circuler des véhicules électriques si vous n'avez pas des bornes de recharge. Alors se pose un problème avec le réseau, parce que le réseau ne veut pas avoir des pics de consommation, donc il faut qu'on trouve un système de batterie qui fasse qu'on puisse lisser tout cela sur l'ensemble de la journée. On a aussi, j'ai vu avec intérêt le projet d'Alstom je crois que c'était d'Alstom sur les hydroliennes. C'est vous qui le présentiez, M. Pécresse, tout à l'heure. Sur les hydroliennes, on a un champ de recherche-développement qui est considérable. Là, vous avez acheté from scratch une entreprise. On est en train de regarder avec la Bretagne. On a fait des opérations de coopération avec la Bretagne pour développer de nouveaux matériaux, parce que vous mettez tout ça en mer, je ne vous parle pas de la corrosion, quoi. Ça pose un certain nombre de problèmes. Donc, il y a les matériaux, il y a les nouveaux matériaux à mettre en place pour les pales d'éoliennes. Quelqu'un évoquait tout à l'heure, sur le plan de la construction globale des éoliennes, notamment onshore, tout ce que l'on importait. Donc là, on a des pistes avec EADS Astrium notamment, du matériau composite sur les pales d'éoliennes. Il y a un champ, mais en tout cas, s'il n'y a pas une vraie délégation de compétences et de pouvoir, surtout sur les problèmes de consommation d'énergie, d'économie d'énergie aussi, de pouvoir réglementaire des régions,
Le président Vergès, je ne sais pas s'il est encore là, aurait pu dire tout à l'heure qu'il avait obtenu pour sa région un pouvoir réglementaire. Et les régions françaises revendiquent un pouvoir réglementaire. La réglementation thermique, par exemple, c'est quelque chose qu'il faudrait décentraliser d'une certaine manière. Donc on a un champ de développement. Moi, j'observe de l'autre côté des Pyrénées, Pampelune. Tout le monde connaît Pampelune, peut-être pour être allé aux fêtes de Pampelune. Pampelune est éclairée, et ce n'est pas une ville de 5000 habitants, hein. Il y a plus de 100 000 habitants. Éclairée, chauffée, rafraîchie uniquement avec des énergies renouvelables. De l'éolien, de la méthanisation, de la biomasse, de la géothermie. Et je pense qu'il faut que nous ayons aujourd'hui, j'étais avec Louis Gallois hier, un certain nombre, parce qu'on a besoin de l'État en l'état actuel de la répartition des compétences, et notamment sur le plan financier. On a besoin de lancer un certain nombre de programmes auxquels les régions pourraient s'accrocher. Mais il faut que l'élaboration de ce programme se fasse en partenariat entre l'État et les régions. Or, aujourd'hui, et je pense que ça va changer avec la nouvelle loi, on ne se parle pas assez. Alors vous avez pris l'exemple de Pampelune qui est un petit peu particulier puisque si mes informations sont bonnes, à Pampelune, en Navarre, la présidente, pas la présidente, c'est la conseillère régionale en charge de l'énergie est également la présidente de EHN, Hydroelectrica de Navarra. Et donc c'est plus facile effectivement de faire beaucoup de projets et d'arriver à ces niveaux-là. Une question, par rapport à tout ce que vous venez de dire, une question au président de l'Association des régions de France. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de compétitivité entre les régions, chacune voulant sa part du gâteau industriel? Et comment on va faire pour répartir ce gâteau? Mais attendez, il faut se sortir, pardon de le dire, il faut se sortir de ce raisonnement. Je ne dis pas que vous l'avez, mais il faut qu'on se sorte de ce raisonnement. D'abord, en soi, la compétition, elle n'est pas si mauvaise que ça. Elle n'est pas si mauvaise que ça. Deuxièmement, sur le plan industriel, vous ne réinventez pas les compétences et l'immobilisation que l'investissement industriel apporte tous les jours. Troisièmement, on s'aperçoit que les coopérations que nous avons, coopération permanente avec Midi-Pyrénées, pourtant on pourrait être en compétition sur le plan de l'aéronautique. Il y a une vraie complémentarité. On est en coopération avec la Bretagne. Je ne vais pas refaire, je ne vais pas mettre 10, 20, 50 millions sur la table pour refaire ce que font d'autres régions. Bien sûr que non. Par contre, et c'est une demande que j'ai formulée au nouveau président de la République, et je crois que ça va être mis en place, il faut que rapidement l'État, non pas intervienne sur des actions qui peuvent être territorialisées et que l'on fera bien mieux que l'État, mais au niveau de l'intelligence économique. Moi, quand une entreprise de Libourne vient me voir en me disant « j'ai une techno sur les microalgues et cette techno elle est compétitive avec ce qui se passe aux États-Unis », d'abord je le crois, mais j'aurais envie d'avoir un centre de ressources au niveau national qui me parle de cette technologie. Quand on vient me présenter un projet de pile à hydrogène capable d'être industrialisé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, avec un modèle complètement différent, j'ai envie d'avoir une toute petite expertise. Je ne peux pas constituer à l'échelle de la région cette expertise. Donc il faut bien que l'État retrouve une expertise. Par contre, demander à l'État de continuer avec la prime d'aménagement du territoire, qui est 10 fois moins que l'ensemble des aides des régions aux entreprises, que le ministère de l'Industrie ou que Bercy continue d'avoir un budget innovation qui ne soit pas transféré aux régions, 140 millions d'euros, alors qu'on le gérerait beaucoup plus efficacement. C'est ça qui ne va pas. D'abord parce que quand vous êtes sur le territoire, vous avez le temps un peu plus long et la proximité. Parce que l'entreprise, vous avez envie d'aller la voir pour savoir comment l'année N+1, elle a maturé sa techno. Vous avez envie de voir quels sont les emplois qui ont été produits dans cette entreprise. Vous avez, comme le disait mon collègue, le plaisir de voir une zone d'activité se reconvertir sur d'autres emplois plutôt que de s'ancrer sur les technologies qui sont naturellement dépassées. Regardez ce qu'on peut faire, je m'éloigne des énergies, encore quand j'y reviens. J'ai invité le président de la République à visiter en Gironde un certain nombre d'entreprises ou de laboratoires. Je l'ai emmené visiter un laboratoire qui est sur l'électronique organique.
c'est-à-dire l'électronique de demain. On a perdu toute l'électronique en France, sauf un peu à Grenoble, sauf... en tout cas, on ne sait pas refaire une usine de silicium aujourd'hui. C'est 1,2 milliard ou quelque chose comme ça. Sauf que demain, l'électronique organique, c'est un bout de plastique que vous aurez imprimé avec de l'encre intelligente. Et ça, je peux vous dire que ça peut ramener de l'activité en France. C'est vos vitres qui, demain, seront transformées en producteurs d'énergie. Sur le terrain, tout le monde, avec à la fois les ménages, les lycées, les collèges. Donc vous imaginez cette capacité de mobilisation, parce que là, on est directement intéressés, nous, élus, maires ou présidents de conseils régionaux et généraux. Donc il faut qu'il y ait cette... pardon, mais il n'y a pas de concurrence. Je ne vais pas concurrencer ce que fait la DCENS sur les hydroliennes en Bretagne. Par contre, je peux avoir un historique, moi, sur les matériaux composites en Aquitaine, parce que c'est là où elles sont nées, compte tenu de la force de frappe et du spatial. Alors on va revenir au sujet de la table ronde. Je vais revenir vers vous d'ailleurs tout à l'heure sur l'aspect financier des choses, mais je voudrais poser une question à Christophe Porquier. Vous nous avez évoqué tout à l'heure Mersenne à Amiens, vous avez implicitement évoqué Doucidro ou l'aventure de la fonderie dont j'ai oublié le nom. Comment est-ce qu'on transforme ces belles histoires en véritables boîtes industrielles, comme le disait à l'instant le président Rousset? On a 70% des grands groupes qui sont les mêmes, enfin qui restent les mêmes et qui ne changent pas. Comment on passe à la suite? Comment on transforme l'essai? Effectivement, c'est le problème aussi de la structure aujourd'hui des entreprises françaises. Des grands groupes, des myriades de petites entreprises et pas d'entreprises intermédiaires. Ce tableau, il est connu, il est répété. Est-ce qu'on reste statique ou est-ce qu'on agit justement pour se mettre en condition pour que cette formule, elle évolue à la lumière des exemples de nos voisins allemands avec qui on échangeait encore ce matin, pour voir comment un dynamisme peut être réintroduit dans l'économie française et qui va être en osmose avec la transition énergétique. Et ça, ce n'est pas l'État depuis Paris qui va pouvoir l'organiser. C'est effectivement sur des politiques territoriales où le tissu économique est connu, où les besoins de financement peuvent être étudiés, où il y a des contacts étroits qui peuvent se nouer sur le terrain dans les pôles de compétitivité qui existent, mais plus généralement avec tout ce qui est académique sur des territoires. C'est là que l'innovation, elle peut porter ses fruits. Et c'est un territoire qui peut être le bon échelon justement pour faire en sorte que des PME puissent monter en gamme, puissent éventuellement se regrouper, se rencontrer tout le moins. Et c'est à ce niveau que ça peut se faire. Donc oui, il y a des belles histoires, elles peuvent créer des emplois, mais le pilotage national avec des sommes qui, au niveau national, vont finalement sembler assez dérisoires, ne peuvent pas être au regard des enjeux qui sont ceux que nous avons aujourd'hui. On disait ce matin 61 milliards pour le pétrole dans la balance des paiements. C'est 67 en fait, le chiffre 2012 qui est tombé aujourd'hui. Et ça ne va pas s'arrêter. Donc on est sur des volumes pour réintroduire ces sommes colossales dans l'économie des territoires. Ça demande un effort d'investissement et d'innovation, si on veut arrêter de financer les tours qui sont construites à Dubaï et pour qu'on puisse finalement remettre cet argent dans l'économie des territoires au bénéfice des industries nationales, eh bien, ça demande un effort d'investissement et d'innovation. C'est bien les territoires qui peuvent le faire. Alors, effort d'investissement et d'innovation. Alain Rousset, vous êtes en première ligne sur la BPI, notamment concernant le rôle des régions dans sa gouvernance. Quelles seraient vos recommandations au comité d'orientation de la banque sur le bon équilibre entre grands groupes industriels, ETI, PME, sur le sujet renouvelable, bien sûr? Vous savez, le modèle californien qui fonctionne bien, notamment sur le plan des fonds propres, c'est une décision bancaire rapide à un haut niveau. Je pense que les industriels qui sont ici pourraient témoigner du temps qu'il faut, du temps qu'il a fallu. On va essayer d'y remédier pour prendre une décision d'investissement par le FSI, même si je ne conteste pas les décisions du FSI. Parfois, la volonté de le retour que le FSI cherchait et le montant. C'est-à-dire, on est aussi dispersé qu'au niveau des collectivités locales. Le modèle jacobin a créé un modèle de dissémination des pouvoirs. C'est terrible, ça. Parce que moi, j'ai créé un certain nombre de structures de capital risque, observant que c'était un des points
de blocage du développement. Mais bon, je n'ai pas les moyens d'un lander. Donc il faut 3 ou 4 organismes pour arriver aux millions ou 2 millions dont a besoin l'entreprise. Alors quand vous arrivez à 10 millions, 20 millions d'augmentation de capital, ce qui est le cas dans un certain nombre, le secteur dont on parle, mais ça peut être le cas aussi du secteur de la pharmacie ou des biotech, on a des difficultés pour trouver ça. Donc il faut que la BPI décide vite, à la bonne hauteur, et qu'elle sache mettre en place aussi parfois des actions pour des entreprises qui ne sont pas des canards boiteux, mais qui ont des difficultés passagères, pour qu'on puisse avoir les bons outils financiers. Je pense qu'au niveau des grands groupes, on a, je ne sais plus si c'est Areva ou Alstom qui l'évoquait tout à l'heure, on a à créer sur les sites des grands groupes des écosystèmes en faisant en sorte que les PME ne soient pas disséminées, mais qu'elles puissent être regroupées. Moi, j'essaye de le faire en Aquitaine pour les PME de l'aéronautique. Si les grands groupes ne jouent pas avec les régions pour restructurer la supply chain, un tissu de sous-traitance, on n'y arrivera pas tout seul. On n'y arrivera pas tout seul. C'est les grands groupes qui connaissent leurs sous-traitants, c'est les grands groupes qui connaissent leurs forces et leurs faiblesses. Et puis, il faut avoir des entreprises qui aient des produits propres, qui n'aient pas un seul client. Enfin, je veux dire, on connaît tous très bien cela. Donc, il y a un effort de structuration. Mais pour autant, faut-il qu'on conforte effectivement le rôle des régions dans tout cela? Parce que la bataille de la décentralisation, c'est la bataille de la responsabilité. Quand quelqu'un est responsable de quelque chose, d'une mission, il est obligé de le faire. Croyez bien que la démocratie, elle ne pardonne pas. Si on ne sait pas qui fait quoi, personne n'est responsable. Et l'enjeu de la loi aujourd'hui, c'est de dire un tel est responsable de ça, un tel est responsable de ça. Notez que les deux préoccupations des Français avec le système dont on hérite, l'emploi et le logement, on ne sait pas qui le fait, qui en est responsable. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est effectivement peut-être que les collectivités, singulièrement les régions, je ne sais pas ce qu'en pense mon collègue, auront à se comporter non simplement en pouvoir public qui subventionne, mais en investisseurs. En investisseurs. Et notamment dans tout ce qui concerne les réseaux. Nous, on nous demande au niveau des régions ou des collectivités locales d'investir massivement dans le très haut débit, qui est essentiel pour le développement économique des territoires. Sauf que moi, je ne veux pas intervenir si à un moment donné, je n'ai pas un retour. Parce que l'argent public est rare. Et dans le domaine de l'énergie, c'est un peu pareil. Ou dans le domaine de l'entreprise. Quand, en tant que responsable d'une région, je mets 2 millions ou 2,5 millions sur une entreprise, une jeune entreprise innovante, j'ai envie, je prends un risque en subventionnant. Sauf que si cette entreprise, demain, elle devient un blockbuster dans le domaine industriel, j'ai envie que les contribuables d'Aquitaine et les entreprises qui se créent s'y retrouvent. Donc il y a une nouvelle façon de positionner les collectivités territoriales, et la loi devra y pourvoir, où on intervienne plus en investisseur qu'en simple subventionneur, je ne sais pas si c'est le bon mot, de telle sorte qu'on ait effectivement le retour. Merci Alain Rousset, merci messieurs d'avoir participé à cette table ronde. Je voudrais proposer à Jean-Louis Bal de venir prendre ma place au pupitre. Pour quelques mots de conclusion de ce 14e colloque.